Et 11 heures, nous allons commencer cette première table ronde de la journée. Merci à vous d'être présents ce matin, nombreux ce matin, dans cette belle Académie du climat, pour réfléchir ensemble à une question d'actualité qui est celle du lobbying d'intérêt général. Merci à Langue de COP de m'avoir convié pour animer cette réflexion qui est plus que jamais importante. On se demandera aujourd'hui comment le lobbying, qu'on associe en général évidemment à des groupes agroalimentaires, polluants, grande distribution, etc., est-ce que ce lobbying peut être mis au service de causes d'intérêt général, notamment des causes environnementales? Comment faire concrètement? Comment fédérer les efforts de tous ceux qui, justement, rêvent de victoire pour l'écologie à un moment où elles sont difficiles à obtenir? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Luce-Gramont, qui est ici. Bonjour Valérie. Valérie, vous êtes cofondatrice d'un cabinet qui s'appelle Green Lobby. Green Lobby, c'est un cabinet dont le travail consiste précisément à tenter d'infléchir, de faire pression sur les politiques publiques dans le sens de progrès environnementaux. J'aurai aussi le plaisir d'échanger avec vous, Lucille Buisson, bonjour. Vous êtes chargée de mission environnement et transport à l'UFC Que Choisir. Je m'entretiendrai aussi avec vous, Adrien Montagu. Bonjour, Adrien. Outre le fait que vous êtes coprésident des Licornes, vous êtes co-dirigeant de la coopérative Common, dont nous allons parler. Et avec vous, on va aussi parler peut-être de l'importance pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire de se tourner davantage vers des actions de lobbying. Et enfin, j'aurai le plaisir de vous parler. Pierre Condamine, vous êtes chargé de campagne sur les questions de surproduction aux Amis de la Terre. Et nous parlerons avec vous d'une loi qui va être un petit peu le fil rouge, parce que c'est un exemple concret de pression d'intérêt général, d'intérêt collectif, qui est la loi fast fashion, dite fast fashion, de lutte contre la fast fashion. Je précise donc que nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et que les 20 dernières minutes à peu près de cet échange seront consacrées aux questions du public. Donc n'hésitez pas pendant nos échanges, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Je vais d'abord me tourner vers vous, Valérie. Vous êtes là, Valérie Luce-Gramont. Je le disais, vous dirigez donc ce cabinet qui s'appelle Green Lobby, et on est dans une période, on le sait, qu'on appelle le backlash écologique, une politique très hostile de déclaration, soit d'indifférence, soit d'hostilité à l'égard de l'écologie. Comment, dans ce contexte pas facile, le lobbying d'intérêt général peut essayer de s'imposer, peut essayer de mettre le pied dans la porte? Vous avez, chez Green Lobby, réalisé un rapport à l'été, au mois de juin, justement sur toutes ces questions-là. Alors, comment est-ce qu'on peut qualifier d'abord le lobbying d'intérêt général et comment est-ce qu'il est aujourd'hui en ce moment dans ce contexte particulier? Oui, bonjour à tous, je suis heureuse d'être là. Le lobby en soi éclaire les décideurs politiques. Donc, on peut se dire qu'aujourd'hui, dans un moment de complexité où on a une société à réorienter, on a des enjeux de justice, d'écologie, d'inclusion à porter, c'est plus que jamais nécessaire. On a effectivement un mouvement de backlash, mais moi que je qualifierais plus de backlash des décideurs politiques et pas de l'opinion publique, des citoyens, qui, eux, sont de plus en plus préoccupés. Ce qui freine les questions écologiques, c'est le manque de justice. C'est le fait qu'on adopte des politiques écologiques qui ne sont pas justes. Et on voit bien en cette rentrée que des sujets comme la taxe Zuckman, qui a été adoptée à l'Assemblée et recalée là au Sénat, recueille une adhésion très importante de la population. 86% des gens sont favorables à une redistribution. Donc, ce mouvement de backlash, il est en réalité une résistance des lobbies conventionnels et traditionnels qui sont très puissants, puisque c'est un jeu d'argent pour l'instant, hein, le lobby. Mais l'atout de la justice écologique et de tout le monde de l'ESS, c'est l'opinion publique. Donc il y a une nécessité plus que jamais à s'organiser, à franchir un cap, à prendre conscience des forces qui résistent, qui sont extrêmement violentes. Nous, effectivement, on a fait un rapport avec Data for Good, avec 2 études, une menée avec Data for Good qui explique qu'en fait, un quart, ce qui est énorme, des amendements sont repris tels quels, mot pour mot, les éléments de Ah oui. langage
Voilà, il y a même, et c'est sans filtre. C'est du copier-coller et en général, c'est rarement des associations de défense de l'environnement qui ont écrit les textes. Voilà, donc les députés, alors, une grosse majorité des députés de droite et d'extrême droite, 63%, là où 1% sur les bancs de la gauche, reprennent mot pour mot les éléments de langage de la FNSEA et du MEDEF. Donc, face à ça, on ne baisse pas les bras, puisque c'est une réaction violente, parce que c'est le sens de l'histoire, parce que les choses avancent, parce qu'il y a quand même des victoires, Pierre nous documentera, et on a plein d'idées. Simplement, il faut qu'on s'organise et qu'on se professionnalise un peu plus. Et c'est vrai que la question du lobby, elle a été longtemps taboue. Alors que, en réalité, les décideurs politiques... Pourquoi elle a été tabou? Ouais. Parce que peut-être qu'elle va Que taper sur une question qui concerne l'argent, en fait. C'est-à-dire que pour être très efficace, c'est il faut un être... jeu d'argent, mais c'est surtout des pratiques qui sont mafieuses. Hein. Au départ, oui. Faut dire, Le lobbying, ça veut dire couloir lobby en anglais. Ouais. Hein. Et on a en fait une minorité du monde économique qui nous fait croire que le monde économique est très homogène, mais la preuve aujourd'hui, non, et on n'est pas les seuls. Et c'est vrai que le modèle coopératif devient de plus en plus prégnant, de plus en plus créateur d'emplois, dynamique pour les territoires. Et même dans l'économie conventionnelle, on a de plus en plus d'acteurs, notamment les PME et les ETI, et même quelques grands groupes qui commencent à se dire que défendre uniquement les intérêts de quelques multinationales avec un actionnariat étranger, même les Américains ne le font pas, même les Américains assument une dose de protectionnisme pour ne pas ravager leur propre économie. Donc tout ça commence à quand même se voir de plus en plus. Et nous, il faut qu'on s'organise par rapport à ça. Et il y a un certain nombre de techniques qui marchent et qui éclairent le décideur politique, qui encore une fois n'est pas omniscient et a quand même besoin de solutions, d'expérimentation, Est-ce que vous diriez qu'aux États-Unis, que vous évoquiez, le lobbying d'intérêt général a un peu de longueur d'avance sur ce qui se ferait en Europe? C'est-à-dire qu'il y a peut-être un rapport un tout petit peu plus cool à l'argent aux États-Unis qui expliquerait peut-être que certaines ONG, certains cabinets comme le vôtre sont plus actifs, vous savez? Alors, je ne dirais pas ça dans le contexte actuel. Hein. Oui, c'est sûr que, voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, il y a un mécénat, bon, on a besoin d'argent, mais on n'a pas besoin que d'argent. On a surtout besoin d'une vision commune. Pourquoi ils gagnent en face? Parce que le MEDEF et la FEP, on parle souvent du MEDEF, mais en réalité, c'est la FEP. Hein. Qu'est-ce que c'est la FEP? La FEP, c'est l'Association française des entreprises privées, et sous ce nom un peu sympathique, en fait, on a une machine de guerre, mais c'est seulement 30 personnes qui, en fait, balayent toutes les lois et ont vraiment un temps d'avance sur la vision du monde. Donc, non seulement ils sont très présents, ils sont très réactifs, ils sont très agressifs, et ils proposent des amendements, des contre-amendements, voilà, mais surtout, ils ont une vision commune. Et c'est ça qui nous manque, enfin, en tout cas, cela ne nous manque pas, mais c'est à cela qu'il faut apparaître. Donc leur vision du monde, elle est très simple, c'est le privé, c'est plus efficace que le public, la main invisible du marché va tout régler. La théorie du ruissellement, voilà. plus on va Il y a favoriser. une matrice et une vision du monde qui s'impose. Il ne faut pas empêcher les entreprises, voilà, mais lesquelles en fait, on est plutôt d'accord pour favoriser les entreprises vertueuses, pour se servir des politiques publiques pour rediriger, pour piloter, pour remettre l'État au bon endroit et les entreprises en dessous, qui ont un cadre de prévisibilité, qui peuvent innover, pas seulement les innovations technologiques, mais aussi sociétales. Voilà, c'est ce sens-là pour réactionner l'investissement, toute la création d'emplois et le dynamisme économique que ce pays pourrait avoir si vraiment on défendait ces valeurs. Et justement, vous avez publié, je disais, un rapport au début de l'été qui donne des pistes à suivre pour mettre en œuvre justement un lobbying qui soit pas le lobbying de la FEP, quoi, mais un autre lobbying, une autre histoire à raconter. Et vous dites qu'il faut chercher des alliés naturels qui vont s'associer entre eux pour travailler et proposer justement aux forces politiques les plus progressistes des textes, des amendements, des projets. C'est qui les alliés naturels pour vous?
Parce qu'on pense Allez. aux ONG, mais voilà, est-ce que ça suffit? Bon, les alliés naturels, c'est tous ceux qui sont ici, mais c'est tout le monde de l'ESS, c'est effectivement les AG environnementales, et c'est 90% de la population. Ouais. En C'est-à-dire, il y a un réalité, aspect de l'opinion, quoi. voilà, en réalité, qui sur des propositions justes, inclusives, vont suivre. Donc voilà, nous dans ce rapport, on fait effectivement, on documente les forces des lobbies traditionnels. On a mené une étude aussi sur le pantouflage du gouvernement de Macron. Il y a 6 ministres sur 10 qui ont pantouflé, c'est-à-dire qui viennent du privé ou qui vont y retourner, avec, en choix, c'est pas gênant, mais avec vraiment l'idée de se servir des cabinets ministériels ou même des parlementaires comme poursuite de leur carrière, voilà, pour accéder à des hauts postes, voilà, au lieu de considérer l'intérêt général. Oui, c'est pas Voilà. beaucoup d'intérêt Donc général ça, dans tout ça. c'est effectivement très, très préoccupant. Mais on a, nous aussi, tout le monde progressiste, un rôle à jouer pour réussir à s'entendre, réussir à dézoomer, et réussir à produire une vision, un récit qui soit commun. Et voilà, au lieu de d'être un peu comme des animaux pris dans les phares sur des éléments très techniques qui, au fond, sont moins essentiels et vont faire le jeu des lobbyistes d'en face, parce que Par exemple, c'est tant qu'on quoi se chamaille sur ouais. les détails, sur effectivement des choses qui sont plus corporatistes, et on en a tous besoin, effectivement. Vous pouvez Euh, donner un exemple, parce que là, je vous avoue que c'est pas très Bah, clair. C'est quoi les écoutez, détails sur lesquels on se chamaille et il faudrait passer outre? Adrien, vous avez une idée peut-être? Je ne sais pas si je devine ta pensée, mais c'est plutôt le fait d'être en réaction plutôt que force de proposition. C'est-à-dire qu'on se défend constamment. Donc, par exemple, lors d'un précédent budget, l'État avait voulu supprimer l'avantage conféré aux coopératives qui réinjectent les excédents dans la réserve impartageable sous prétexte que c'était une niche fiscale. Donc, en fait, on est toujours en réaction face à des attaques rétrogrades qui sont clairement conservatisme, quoi, alors qu'on pourrait être de force de proposition. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle dans notre rapport, on a fait un peu un état de l'art, et on recommande là dans la séquence jusqu'au présidentiel de rédiger des lois cadres. Parce que Oui. Expliquez-nous d'abord ce que c'est qu'une loi ouais. cadre, parce qu'on n'est pas Alors, tous au fait de ces l'idée, choses. c'est effectivement de ne pas forcément être en réaction. Là, on va avoir une loi de finances un peu repoussée, et chaque année, on a des amendements, et puis on a des 49.3, et puis on a des cavaliers budgétaires, et puis on a voilà, toute la Constitution qui est détournée, qui est utilisée pour empêcher. Et on a tous des revendications. Les associations souffrent, des entreprises de PME déposent le bilan. C'est la prime au vice constamment. L'idée d'une loi cadre, c'est le cadre voilà, d'un tableau, d'un monde souhaitable, d'une économie restaurée, qui n'élimine pas le capital humain et le capital naturel en se concentrant sur le court-termisme et la financiarisation. C'est la loi de finances qui compte ce qui a de la valeur, par exemple. Je vous avoue que ce n'est pas très clair. Moi, je n'ai pas bien compris de quoi vous parlez. En fait, si j'ai bien compris, une loi cadre, c'est une loi qui n'entre pas dans les détails des amendements précis, mais qui fixe un cadre un peu général, ce qui permet justement à des forces qui ne sont pas forcément d'accord à 100% surtout de s'agréger. Des entreprises de l'ESS, des associations, peut-être des groupes comme l'UFC, etc., de se mettre ensemble. Des règles du jeu. En fait, Des la règles du loi, jeu. elle n'est pas. C'est vrai que c'est un petit peu impressionnant, une loi, quand on est non-juriste, mais justement, la loi, ça nous concerne tous. Tout est politique dans ce qu'on fait au quotidien, et c'est la loi qui le fixe, donc qui fixe des règles du jeu. Ça, c'est interdit. Ça, c'est notre vision du monde. Donc, une loi cadre, c'est 5 articles avec notre vision de ce que doit être l'économie aujourd'hui. Une économie qui n'est pas toxique, qui ne détruit pas nos conditions de vie, qui utilise de la manière la plus optimale les ressources rares, qui sont aujourd'hui les ressources humaines et les ressources naturelles. Mais ce sont des principes simples, mais une économie avec une telle définition, on n'a pas pris le temps de la définir, et je pense qu'on serait très, très nombreux à pouvoir la définir de cette manière. Ensuite, c'est des obligations, des interdictions, et puis des moyens. Et en fait, sur chaque domaine, l'agriculture, l'alimentation, l'énergie,
la circularité, bon, qui peut être une déclinaison d'un fonctionnement sain et vertueux de l'économie. Donc, ce type de loi pourrait alimenter la campagne, jouer l'émulation et pourrait surtout être porté, puisque c'est l'autre force, après l'opinion publique, l'autre force de l'intérêt général, c'est tout ce réseau d'entreprises qui se structure aussi, mais qui est rejoint par les rangs de PME et d'ETI. Et c'est, à mon sens, cette armée de DG qui, associée aux associations, avec les bonnes techniques de la maîtrise de la loi et Ça, c'est du votre débat ressort, public, ça. voilà, peut faire qu'effectivement, on peut renverser la table. Je ne sais pas si on en est loin et proche, mais en tout cas, sachez qu'en face, ça résiste. Ouais. Ils ont peur. Ils sont quand même, et c'est signe qu'effectivement, c'est quand même de plus en plus crédible. C'est parce qu'ils savent aussi que l'opinion publique sera toujours plus favorable à des mesures progressistes qu'à la défense d'intérêts des pétroliers ou de la grande distribution. C'est vrai qu'on a en quelque sorte l'opinion plutôt de notre côté. C'est quand même un atout important. C'est quand même un atout, mais ce qui manque et ce qui est crédible, ce sont des DG. Et effectivement, des DG, des chefs d'entreprise qui disent maintenant ça suffit, moi, pour créer de l'emploi et pour avoir pour que mes comportements vertueux, il y en a plein d'entreprises qui essaient de faire du solide, d'avoir 1 euro d'investissement pour 1 euro d'impact. Enfin, ce discours-là, il est quand même porté, mais pour que ce soit pas seulement du greenwashing, il faut des lois. En fait, il faut que les comportements vertueux soient incités, il faut éco-conditionnaliser les aides ou les conditionnalités à plus de justice sociale. Donc ça s'inscrit dans la loi, en fait, tout simplement. On ça voit nous concerne. Et si c'est porté par des chefs d'entreprise, face à Bercy, face à Matignon, face à... ils ne vont pas pouvoir résister, en fait, les candidats. Et pas seulement les candidats de gauche. On va aussi pouvoir faire plier les candidats du centre qui se disent, qui à un moment ont un discours, mais ça reste du vent, ça reste du vernis, ça reste des mots. Alors que si on les interpelle sur des mesures précises, est-ce que oui ou non, vous adopterez cette disposition législative quand vous serez élu, là, on arrive à des choses qui sont quand même, où on peut faire basculer les choses dans la séquence. Dans votre idée, c'est d'utiliser cette séquence, qui est une séquence présidentielle de 2027, où on sait que là, d'un seul coup, les politiques deviennent très, très, très ouverts sur la société civile pour imposer des futures lois cadres, au moins des grandes directions, quoi. Et puis une autre chose, c'est que en fait, le lobbying, on a tous un peu une image de, vous voyez, les salons feutrés du Sénat, de l'Assemblée nationale et de l'Europe. En réalité, nous, notre pratique du lobbying d'intérêt général, il est surtout en région et surtout sur des choses très concrètes. Voilà. Aider une association qui labellise les crèches à trouver son tunnel d'engagement. Au lieu de toquer à la porte des directrices de crèche, c'est plutôt la directrice petite enfance. Vous voyez, c'est des relations institutionnelles, mais qu'il faut réaménager. Bien sûr, un avantage fiscal, on en a besoin, mais on a aussi besoin d'expérimentation pour montrer qu'effectivement ça marche, le réemploi. Donc, on a aidé une entreprise. Or, les expérimentations, elles se font plutôt au niveau local, c'est ça que vous voulez dire. Des festivals de musique, ou une petite conférence de presse sur l'affichage environnemental à l'Assemblée, qui ne demande pas beaucoup de moyens. On n'a pas besoin de réunir toute une salle, mais on met des journalistes et des décideurs politiques. Je peux vous dire que si on leur pose les bonnes questions et qu'on travaille bien en amont, les décideurs politiques, face à des journalistes, ils ne résistent pas à faire des annonces qui sont plus ambitieuses. Vous voyez, donc c'est réellement par des actions comme ça, très agiles, qu'on peut, et par des alliances, bien sûr. Donc, que les ONG se mettent avec des entrepreneurs. On va justement prendre un exemple avec Pierre Condamine. Je rappelle que vous êtes chargé de campagne sur les questions de surproduction aux Amis de la Terre. Et avec vous, j'aimerais qu'on s'arrête sur un exemple concret qui n'est pas encore tout à fait une victoire écologique. Mais allez, ne boudons pas notre plaisir. Ça ressemble quand même au moins à quelque chose qui va dans le bon sens. C'est la fameuse loi fast fashion dont j'ai parlé. Je rappelle rapidement de quoi il s'agit. Donc, en mars 2024, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi qui visait à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Et dans le viseur des législateurs, il y a surtout le géant chinois Chine, bien sûr, mais possiblement toute cette mode fast fashion qui se caractérise donc par une
son caractère éphémère et qui surproduit du tissu, etc., qui est catastrophique pour la planète. Et aujourd'hui, cette loi est au Sénat. Vous nous expliquerez à quel point aussi c'est compliqué qu'elle soit au Sénat. Et on attend qu'elle soit discutée en commission mixte paritaire. Donc le calendrier est encore un petit peu incertain, je crois. En tout cas, une chose est certaine, vous avez été parmi, vous, aux Amis de la Terre, et vous en particulier, Pierre, parmi ce qu'on pourrait appeler les facilitateurs de ce processus vertueux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre rôle? Alors c'est une longue histoire, je vais essayer de la faire courte, mais c'est un cas assez rare où en effet, on a pu, enfin, j'ai envie de dire assez rare dans le contexte actuel où on a pu vraiment mettre en avant nos demandes, les mesures qu'on privilégierait et qui ont donné lieu ensuite à cette loi. De manière très concrète, cette proposition de loi, elle est issue du groupe politique Horizon, donc c'est le groupe politique d'Édouard Philippe. Et à un moment, on avait déjà lancé, avec toute une coalition d'associations, une campagne qui demandait, de manière générale, un encadrement de la fast fashion à cause de tous ces impacts environnementaux et sociaux. Et à un moment, j'ai été appelé un jour tout à fait hasardeux par un conseiller de ce groupe politique qui me demandait quelles seraient les mesures si on devait faire quelque chose et on a envie de faire quelque chose qui serait ambitieux. J'ai donné, pendant 1 heure, j'ai listé toutes mes mesures, j'ai donné quelques contacts et 2 mois plus tard sortait une proposition de loi, évidemment qui ne reprenait pas mot pour mot ce que j'avais dit, ni même toutes les ambitions que j'avais, parce que C'est la députée Anne-Cécile Violent. c'est la On peut députée dire Anne-Cécile députée Horizon, donc proche de l'actuelle majorité, quoi. Ouais, exactement. Bah, dans la majorité même. Et voilà. Donc, à ce moment-là, effectivement, on a joué un rôle de facilitation. On a donné plein de mesures. Après, voilà, comme je l'ai dit, nous, ce qu'on voulait clairement, ce serait des quotas de production. Parce que le problème dans l'industrie textile, c'est la surproduction. Donc, on n'est pas allé, la loi n'est pas allée jusque-là, portée par Horizon, ça aurait été un peu surprenant. Mais on a quand même joué ce rôle. Et on l'a joué tout au long du débat à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on connaissait le sujet, on était technique, c'est-à-dire que, en réponse à ce qui a été dit, on a su jouer un rôle aussi technique de conseiller des politiques. Qui s'est soldé à l'Assemblée nationale par l'adoption en mars 2024 à l'unanimité d'une loi qui était pour le coup très ambitieuse, parce que justement elle ne concernait pas que Chine, ça n'était pas qu'une loi on va dire protectionniste, mais elle allait au-delà et elle encadrait l'ensemble du secteur, c'est-à-dire qu'elle pénalisait de manière progressive les pratiques. Plus on est polluant, plus on est pénalisé, en gros. Pardon, peut-être pour préciser le contexte qui était particulièrement porteur, qui expliquerait cette unanimité qui est quand même assez rare sur un sujet politique, c'est que la fast fashion vise, la loi contre la fast fashion vise aussi à protéger les fédérations de textile européennes contre justement ce dumping, on pourrait dire, chinois. Donc c'est aussi pour ça que vous avez de votre côté la droite et l'extrême droite. Alors, on n'a pas parlé à l'extrême droite, donc je ne sais pas si elle était de notre côté, mais en tout cas, elle a Si voté. c'est l'unanimité, elle a voté, Oui, elle a voté oui, en faveur. oui, non, mais c'est vrai. Mais après, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir aussi. Mais en tant qu'association, nous, les Amis de la Terre que je représente, on a fait le choix de ne pas parler à l'extrême droite et au RN à l'Assemblée nationale. Mais en effet, je pense en lien avec ce qui a été dit, un des facteurs majeurs qui a fait que cette loi a marché, c'est qu'on a réussi à fracturer l'idée d'un monde économique uni. C'est-à-dire que c'était pas le social et l'environnemental contre l'économie, comme souvent on l'entend énormément dans les médias et même dans la bouche des politiques, mais là, il y a aussi tout un monde, toute une partie du secteur économique lié à l'industrie textile, que ce soit les producteurs français, que ce soit des magasins, des enseignes françaises, qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait une régulation. Et du coup, on a réussi à imposer un narratif qui réconcilie l'ensemble et qui fracture le monde économique et où une partie du monde économique demande de la régulation. Et ce qui fait, je pense, ce qui explique son succès, même si aujourd'hui elle n'est pas encore totalement adoptée. Et donc, vous, aux Amis de la Terre et dans la coalition, parce qu'il faut préciser que vous êtes les Amis de la Terre, il y a 11 associations qui se sont unies dans cette coalition contre la fast fashion, quoi, pour le dire vite. Vous avez pris langue avec ces fédérations patronales, avec ces fédérations d'entreprises. Là, pour le coup, c'est le rêve de Valérie qui se réalise, quoi, cette idée que les DG parlent aux associations, etc. Ça s'est vraiment passé comme ça? Oui, il n'y a pas de... Oui, on a discuté ensemble. Alors évidemment, je pense que on porte pas le même niveau d'ambition,
mais on était d'accord sur le besoin de régulation. Et puis, rentrons dans les détails puisque c'est le sujet, je pense qu'il y a aussi une stratégie qui s'est jouée, assez simple, mais de good cop, bad cop, où les associations ont joué le rôle de toujours plus et on n'est jamais content, là où, on va dire, le secteur économique progressiste disait bon bah là c'est déjà très bien, si on peut aller jusque là ça serait super, mais voilà on peut pas en demander trop. Donc on a joué ce rôle auprès des politiques et plus précisément je pense des ministères, parce que si on prend ce cas précis, je pense qu'aujourd'hui un des blocages majeurs dans beaucoup de politiques environnementales, ça vient de Bercy, enfin du ministère de l'économie qui dès qu'il y a un impact, dès qu'on va pénaliser des pratiques néfastes, polluantes au niveau économique, bah, il va y avoir quand même une levée de bouclier, des tentatives de s'aborder toutes ces mesures de manière concrète. Hein. Sur la loi fast fashion, on a su en sous-marin que Bruno Le Maire à l'époque voulait vraiment s'aborder, a appelé la députée qui portait la loi et lui dit non, c'est fini, on arrête tout. Heureusement, elle a eu le courage politique de dire bah non, on va continuer. Et on a ensuite affiché Bruno Le Maire en disant bah voilà, il veut, lui, il fait tout en sous-marin pour s'aborder la loi. Et 2 heures plus tard, je recevais un appel de la conseillère de Bruno Le Maire qui disait non, vous inquiétez pas, on est pour cette loi, c'est très important pour nous. C'est juste que on n'était pas au clair sur les détails techniques, mais évidemment, on la soutient. Donc là, c'est bien parce que c'est le 3e pilier dont parlait Valérie, c'est-à-dire les médias. Comment faire jouer l'opinion, les médias c'est du shaming, hein, concrètement, de dire bah voilà, vous avez un ministre qui se présente comme hyper défenseur de tout, puis qui en fait concrètement va pilonner tout ce qui est un peu ambitieux, quoi. Bah oui, c'est ça. Et en faisant ça, on l'a un peu piégé, puisqu'il était obligé de dire qu'il soutenait cette loi, et ça devenait beaucoup plus compliqué par la suite d'essayer de la torpiller. Voilà. Et alors, il y a un 2e acte, parce qu'on se dit, bon, ça y est, unanimité, c'est les doigts dans le nez, formidable, Pierre Condamine, Légion d'honneur, extraordinaire. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, malheureusement. Et il y a un 2e acte qui est au Sénat, donc la loi est passée sur le Sénat, et il a fallu que vous, là encore, batailler avec la coalition dont on parle pour qu'elle ne soit pas tout simplement oubliée dans les tiroirs du Sénat, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, quand elle a été adoptée donc, à l'unanimité à l'Assemblée nationale en mars 2024. Elle a été adoptée au Sénat à l'unanimité en juin 2025. Donc vous voyez qu'il y a quand même presque 1 an et demi entre les deux, un peu moins. Mais il y a eu la dissolution à la suite des européennes, qui a mis en pause tout le travail de l'Assemblée nationale puisqu'il n'existait plus. Ensuite, il y a eu tout le débat sur le budget et les multiples chutes des gouvernements, à la suite de quoi on a dit que voilà, au niveau calendrier, cette loi c'était un peu compliqué, on n'avait pas le temps, etc. Il s'avérait qu'il y avait le temps, mais que bon, il y a aussi, je pense, pas une grosse volonté politique de faire passer ça. On a quand même continué à mobiliser, à se mobiliser les associations. On a mis 10 tonnes de textiles devant le Sénat. Ah oui, vous avez mis du linge, du beau linge comme ça devant le C'est Sénat. ça. C'est évidemment une action qui a un but surtout médiatique, hein, d'appeler les décideurs et décideuses politiques à se mobiliser. Et il y a d'autres, évidemment, aussi justement tout le monde économique qui attend cette loi face à on va dire, l'impérialisme de Chine au niveau économique, qui attend cette loi qui est appelée. Et elle est finalement passée au Sénat donc en juin 2024, mais elle a été fortement amoindrie. Et je pense qu'en fait, c'est même sûr, on le disait, les opposants de cette loi, donc la partie du monde économique qui s'oppose à cette loi, typiquement la fast fashion qu'on connaît, H&M, Zara, Primark, Decathlon, Kiabi, etc., s'est réveillée. Et ils sont aussi, ils sont unis en une fédération qui s'appelle l'Alliance du commerce, qui fait un énorme travail de lobby, mais aussi de sape des mesures environnementales. Avec cette idée que c'est des emplois locaux, en centre-ville, dans les coins reculés, ce qui, par ailleurs, économiquement, est assez vrai. C'est aussi... C'est un peu plus... selon eux, cette loi allait détruire tout l'habillement français. En fait, on sait que quand un Primark s'installe en périphérie d'une ville, globalement, c'est tous les magasins de centre-ville qui s'effondrent parce que tout le monde va dans un centre commercial énorme où il n'y a pas que Primark, mais il y a aussi tous les autres biens dont ils ont besoin. Donc, en termes de destruction, ils connaissent assez bien. Ils sont assez spécialistes. Ils savent de quoi ils parlent. Non, ils aiment bien détruire. Heureusement que je n'ai pas nommé de marque.
Normalement, faut pas trop. Et donc, on en est où aujourd'hui? Cette loi, vous dites qu'elle est en train d'être vidée de ses ambitions. Et comment ça se passe? Quelle est votre posture, vous, en tant qu'association? Vous disiez, il y a un rôle à jouer, évidemment, médiatique, etc. Est-ce qu'à un moment, vous vous désolidarisez totalement de cette loi en disant c'est ridicule, il n'y a plus rien, c'est une coquille vide? Est-ce que vous continuez à dire que c'est quand même une avancée? Qu'est-ce qu'il faut? Ouais. C'est quoi le mieux? C'est un petit peu un jeu d'équilibriste parce que en tant qu'association, j'ai envie de dire pas qu'on est piégé, mais on est toujours obligé de demander le plus ambitieux. Donc, de manière générale, on va toujours un peu jouer notre rôle et dire qu'on n'est jamais satisfait. Le fait est qu'au Sénat, clairement, le vote se fait en 2 temps. Donc, il y a une commission de sénateurs et sénatrices qui va étudier le texte en détail et proposer des amendements, et ensuite un vote en plénière, donc là avec tout le monde. En commission, elle a été vraiment très fortement affaiblie. Et même la personne qui portait cette loi au Sénat, donc la sénatrice qui rapportait cette loi, on appelle ça la rapporteure, citait, mais vraiment, on reprenait mot à mot, là c'était même pas dans des amendements, c'était dans des déclarations publiques, des éléments de langage de la fast fashion qui disaient je ne toucherai pas à un cheveu de cabi. Et on a continué à se mobiliser, et finalement, au final, ce qui est sorti du Sénat n'est pas trop mal, même s'il reste beaucoup de zones d'ombre. Mais j'ai envie de dire, c'est ce que je disais, on doit quand même jouer ce rôle d'alerter sur le fait qu'il y a une possibilité que cette loi elle ne touche que Chine, qu'elle n'ait pas un aspect transformateur de l'ensemble du système, de l'ensemble de l'industrie textile. Et on va, même si ce qui peut en sortir, parce qu'il reste tout un aspect réglementaire, d'arrêté, etc., qui doit être pris, on est obligé de jouer ce rôle de lanceur d'alerte et de continuer à être critique pour ensuite que là, il reste une étape, donc ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Globalement, 7 députés, 7 sénateurs, sénatrices qui se mettent d'accord sur une version du texte. Parce qu'évidemment, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ça n'est pas la même version, donc il faut que ces 2 chambres se mettent d'accord. Et on continue à jouer ce rôle. Il faut toujours le mieux-disant environnementalement parlant. Et c'est ce pourquoi on pousse et on va continuer à pousser pour les échéances à venir. Mais la commission mixte paritaire doit être convoquée par le gouvernement et on n'a pas de gouvernement. Donc, C'est ça. c'est pour ça qu'on est un peu... Oui, c'est un peu compliqué, effectivement. On va parler aussi, il y a la fast fashion, il y a la fast tech aussi. Là, je vais en parler avec vous, Adrien Montagu. Je rappelle que vous dirigez cette coopérative, cette société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Common, et vous vous présentez comme une alternative justement concrète à cette fast tech. Qu'est-ce que c'est que la fast tech et comment, avec votre activité, vous luttez contre cette pratique? En fait, la fast tech, c'est pas encore un terme qui se démocratise trop. On a commencé à utiliser ce terme-là en lien avec la fast fashion parce qu'il y a très clairement un lien entre qui est la surproduction. On était historiquement assez mobilisés en lien avec les Amis de la Terre sur ce sujet de surproduction où en fait, quand on a un marché qui est saturé et qu'on a un intérêt économique à vendre, on va tout faire pour vendre. Donc, ça va se traduire dans le textile par des collections designées par IA pour répondre aux tendances de la journée. Et ça va se traduire dans le numérique par des innovations inutiles comme des téléphones pliables, le déploiement de la 5G ou l'IA embarquée dans les téléphones. Donc on essaye de créer un besoin pour pousser les gens à consommer et acheter des produits dont ils n'ont pas besoin pour pouvoir continuer à faire de la rémunération actionnariale à outrance. Donc ça, c'est le modèle de la surproduction. Et il va avoir tout un tas de dark patterns pour pousser les gens à acheter sur les plateformes. Donc, à une époque, on s'était mobilisé sur Amazon, c'est un peu les champions des dark patterns. Attention, qu'est-ce que c'est un dark pattern? C'est quand, par exemple, pardon pour la SNCF, mais le truc de se dire attention, vous n'avez plus que 5 minutes pour acheter ce billet de train. Oui. Donc, c'est pour susciter l'acte d'achat immédiat ou faire en sorte que là, vous bénéficiez de la livraison gratuite si vous rajoutez un article, ce genre de truc. Donc tout ça, ce sont des dark patterns pour inciter à surconsommer. Et donc nous, chez Common, on parle vraiment de surproduction et non pas de surconsommation parce que la surproduction, elle pointe du doigt les vrais responsables de la situation quand la surconsommation a tendance à sensibiliser à porter la responsabilité sur l'individu. Donc, nous, comment on a essayé de sortir de ce modèle en proposant une alternative? C'est quand on a un intérêt économique à vendre sur un marché saturé, il faut arrêter d'avoir un intérêt économique à vendre. Donc, déjà, on s'est dit, on va sortir de ça, on va proposer de la location longue durée sans option d'achat de produits électroniques plus éco-conçus qui sont conçus pour durer. Donc, c'est notamment le cas du Fairphone
ou qui est très emblématique parce qu'on peut très facilement changer sa batterie. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est un service où les clients vont plus posséder un produit, mais ils vont bénéficier d'un service qui va comprendre la mise à Sachant que les clients peuvent être des particuliers ou des entreprises. Oui, C'est tout à fait, 50-50 ouais, chez vous. oui, toujours clients intéressant de- particuliers, pros et collectivités. Mm. On essaye d'y aller. Et donc, en fait, ces personnes-là bénéficient d'un service qui comprend la mise à disposition de l'appareil, la prise en charge des casses, des pannes, l'assistance à l'usage. On peut installer des systèmes d'exploitation alternatifs pour se passer des GAFAM, que ce soit sur les smartphones ou les ordinateurs, etc. Donc, il y a tout cet accompagnement. Et ce qui était intéressant en lançant cette aventure économique, hein, bon, on a lancé ça sous forme de statut coopératif d'intérêt collectif, donc résolument engagé vers l'intérêt général, c'est que très rapidement, on s'est retrouvé coopté dans des sphères d'influence qu'on n'avait pas anticipées. Donc, au tout début, on s'est fait embarquer par les Amis de la Terre et Alta l'obsolescence programmée autour de la conception de l'indice de réparabilité. Donc, c'était en amont de la loi économie circulaire, puis en aval. Donc là, on est sur la loi de Brune-Poisson. C'était porté Ouais, par c'est la ça. Brune-Poisson à l'époque. L'indice de réparabilité, c'est une espèce de baromètre pour éclairer le consommateur quand il achète un Oui. produit électronique, notamment. C'est ça, c'est pour une note sur 10 pour juger de la réparabilité d'un produit. Et donc, nous, on a été impliqués de l'amont de la loi jusqu'à l'aval, puisqu'une fois qu'une loi est promulguée, il faut encore rédiger les décrets d'application. Et Oui. donc, la loi disait mise en place d'un indice de réparabilité à échéance de, je ne sais plus, 2024, puis d'un indice de durabilité. Mais c'est tout. Ensuite, il fallait définir les critères. C'est ça. Qu'est-ce que c'est un indice de On laisse réparabilité? ça aux Voilà. successeurs. Et donc là, on s'est retrouvé avec des assos à Bercy, à la Défense. Donc avec là, c'est elles qui sont venues vous chercher en disant, les gars, on a Ben ouais, besoin les assos d'entreprises comme C'est vous. ça, oui, clairement. À l'époque, dans ces réunions, elles étaient esselées. Il y avait trop en face d'acteurs du type, enfin, sans vouloir les citer, mais je vais le faire quand même, allez-y. Apple, Samsung, Co. Et puis des fédérations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des acteurs qui ont une triple voix dans ce genre de réunion parce que d'une part, ils y vont avec le chargé d'affaires public de l'association ou enfin, de la structure. Et puis ensuite, ils ont des fédérations comme l'AFNUM, par exemple, qui représentent ces mêmes acteurs et qui envoient aussi son lobbyiste. Donc, ils ont un peu comme ça une triple prise de parole potentielle et ils saturent un peu les espaces d'influence. Et en face, il y a les acteurs de la société civile qui se retrouvent un peu démunis. Et donc, ils avaient besoin à ce moment-là d'un relais économique. Et donc, nous, on était tout jeunes, on n'avait même pas 9 mois, mais on s'est dit, OK, pourquoi pas, allons-y, quoi. Et donc, on a essayé d'apporter la casquette d'entrepreneur. Et vous avez senti que ça marchait, le fait que vous sachiez lire un bilan comptable, ça vous donne une espèce de Alors moi, je ne sais pas crédibilité. lire. Non, vous un bilan. savez pas faire Moi, ça. j'ai appris Mince. depuis 8 ans à force, mais c'est pas moi Zut. qui gère la comptabilité de la Je viens de coopérative. démolir la légitimité Mais, oui, de cette entreprise. mais effectivement, ça joue ce côté, cette casquette d'entrepreneur, et j'en use. Après, je suis rapidement démasqué parce qu'il s'avère que dans le côté bon cop, bad cop, je suis plutôt toujours tendance à pousser des positions très radicales. Donc, la casquette d'entrepreneur est vite mise à bas. Bon, en tout cas, donc, sur la question de la surproduction dans l'électronique, il y a des vrais ponts avec le textile et on est assez enthousiaste même si c'est pas encore fait et ça va peut-être arriver. Mais si ça vient à passer sur le textile, on pourrait ensuite utiliser cette loi comme un prétexte pour essayer d'aller réguler d'autres secteurs derrière. Une fameuse loi cadre, quasiment. Enfin, une espèce de moule avec mémoire de forme dans laquelle on pourrait glisser d'autres objets que le textile. C'est un pied dans la porte, quoi. C'est une jurisprudence. Si on commence à se questionner sur la pub d'un secteur, pourquoi pas aller questionner un autre, quoi. Et par exemple, vos objectifs à vous, concrètement, on a compris que vous étiez plutôt du côté des bad cop. Ça serait quoi? Bad cop, C2OP, bien sûr. Oui, bien sûr. Ce serait quoi vos objectifs sur la fast tech si aujourd'hui vous pouviez en fait, on peut trois... imaginer des mesures assez fortes comme l'interdiction de la pub sur les produits électroniques neufs, puisque comme tout le monde a un smartphone aujourd'hui, on peut considérer qu'on n'a pas besoin d'en acheter des nouveaux et donc on n'a pas besoin d'être lobotomisé H24 pour nous dire regardez, il y a ce fabuleux téléphone qui vient de sortir. Donc ça pourrait être une mesure efficace. Quand on commence à porter ce genre de mesures, là, il y a des apoplexies dans l'Assemblée, quoi. Alors que la Convention citoyenne pour le climat avait porté des mesures tout aussi ambitieuses, et c'était des citoyens lambda. Oui, quand les gens réfléchissent et sont motivés par l'intérêt général, ils portent des mesures qui sont en phase avec l'urgence de la situation. Quand les gens n'ont peu de conscience de l'intérêt général et sont lobotomisés par des lobbies du monde capitaliste, eh bien, c'est plus compliqué de porter des mesures progressistes.
Mais donc là, en gros, l'idée, c'est derrière cet objectif-là qui pourrait être très lointain. Et ben après, c'est la politique des petits pas. Genre, en fait, d'un côté, on a des positions très radicales et on a des ambitions très fortes. D'un autre, on est assez pragmatique et dès qu'on nous donne l'opportunité de s'exprimer, dès on est souvent sollicité par des directions de l'État, de l'ADEME, l'ARCOM, l'ARCEP. Dès qu'on nous donne la parole, on y va parce qu'en face, ils ne se privent pas de la prendre, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc où je pense qu'on a beaucoup à faire en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, à s'entraider sur ce sujet-là parce qu'il faut qu'on ose à sortir en fait de nos vraiment de nos sentiers battus ou de nos habitudes peut-être. habitudes ou enfin en fait, ce qu'on disait Valérie au début, là, le fait qu'on est toujours un peu le lapin avec les yeux dans les phares, là, on est toujours attaqué. Et en fait, on peut essayer d'aller aussi attaquer, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, pour la campagne surproduction à l'époque où elle était sur le sujet d'Amazon, on a essayé avec Common de trouver des acteurs économiques qui aient osé s'opposer à Amazon pour soutenir le plaidoyer des Amis de la Terre qui, à l'époque, portait sur l'instauration d'un moratoire à l'installation des entrepôts du e-commerce partout en France pour limiter le déploiement qui avait aussi un effet dévastateur sur les commerces de proximité. Et donc là, on a toqué à la porte de plein de structures économiques en leur disant, regardez, il y a une super proposition des Amis de la Terre, vous voudriez pas mettre votre logo? Franchement, c'était pas facile, quoi. Ouais, parce qu'en tant qu'acteur économique, s'opposer à, autant faire une proposition constructive, c'est sympa, tout ça, machin. Mais à moins qu'on ait un intérêt économique très fort, personnellement, comme ce qui se passe dans le textile là, où vraiment son modèle est menacé directement, c'est compliqué un peu de sortir du bois, quoi. Et vous avez évoqué cette fonction très rapidement. Vous avez parlé de chargé d'affaires publiques. C'est le mot joli pour dire lobbyiste, en fait. Oui, alors. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous donc, à l'intérieur de votre entreprise, Common, vous avez décidé de consacrer une proportion de votre chiffre d'affaires à financer justement un poste de chargé d'affaires public. Donc concrètement, vous êtes en train de monter votre petite entreprise de lobbying en faveur de l'intérêt général. Voilà. Et là, on le fait en toute transparence et pas en scred comme la majorité des acteurs le font, puisqu'on a fait voter par notre Assemblée générale lors de notre précédente AG, on a fait voter plusieurs résolutions, dont une qui acte le fait que notre structure, un de ses premiers leviers d'impact, c'est de rechercher l'évolution des cadres réglementaires. Parce que là, nous, dans notre domaine, donc on est super fiers, on a mis 7000 appareils en circulation, c'est fabuleux. Les smartphones, ils s'en vendent 1 milliard chaque année. Donc, avant qu'on arrive par notre impact à changer la donne, il va falloir qu'on se lève tôt, quoi. Et donc, si par ailleurs, après, avec tout un ensemble d'acteurs, on arrive à s'allier pour obtenir des mesures qui font évoluer le cadre réglementaire, là, on va commencer à changer le game un petit peu. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on s'est fait embarquer sans le penser. Et là, on arrive, après 8 ans, à penser le truc, à le faire voter en AG et en disant, OK, ça, c'est un axe majeur de la coopérative. Et pour atteindre cet objectif, minimum, chaque année, on va allouer 1% de notre chiffre d'affaires dédié à ce budget. Alors, on avait proposé aux sociétaires au début 5% minimum. Ils nous ont dit, quand même, ce serait dommage de mettre en péril votre activité économique pour ça, même si c'est louable. Donc là, ce qu'on a mis, c'est 1% et le conseil d'administration a la latitude, en fonction des résultats de la COP, de faire varier ce chiffre. Et vous encouragez les autres licornes à faire de même, c'est-à-dire à investir aussi dans le lobbying, quoi. Alors, il y a déjà au sein des licornes, on a un lobbying un peu propre sur faciliter l'accès au financement des structures coopératives, parce qu'on l'a vu, comme le disait Maud en introduction, il y a une inéquité assez flagrante entre le subventionnement par l'intermédiaire, on pourrait dire, du crédit impôt recherche pour faire des recherches fondamentales sur les forages en Arctique et le financement de l'innovation sociale dans nos structures. Donc, je pense qu'on pourrait essayer un peu déjà de déporter ça vers l'intérêt général. Mais ensuite, on pourrait aussi, parce que dans l'Alliance des licornes et même au-delà, dans l'ESS, on touche des thématiques sur l'énergie, l'alimentation, l'habillement, les mobilités. Sur ces sujets-là, on pourrait co-construire des plaidoyers structurants avec les acteurs qu'on a évoqués juste avant pour aller vers des propositions résolument ambitieuses. C'est ça. Je me tourne vers vous, Lucille Buisson. Je rappelle que vous êtes chargée de mission environnement et transport à l'UFC Que Choisir et vous avez soutenu à l'UFC Que Choisir la loi Fast Fashion dont on parlait. Vous soutenez des mesures qui vont dans le sens d'une lutte contre la fast tech. Mais justement, ma question, c'est comment vous arrivez à concilier la lutte contre la surproduction dont on parle actuellement et l'intérêt des consommateurs? Parce que c'est vrai que vous, l'UFC Que Choisir, c'est l'intérêt des consommateurs qui prime. Si, en tant que consommateur, moi, j'ai envie d'aller surconsommer parce que j'adore Chine et j'adore changer d'avis tout le temps,
Voilà. Vous êtes censé me représenter. Comment est-ce qu'on fait pour... est-ce que vous vous sentez pas un peu dans une forme schizophrénique dans votre travail? Pardon, la première question est un peu dure pour vous, Lucille. Je vais tenter d'y répondre. C'est vrai que je pense que l'UFC Que Choisir a entamé ces dernières années une mue sur la manière dont elle réalise son plaidoyer, avec notamment un rapport d'orientation d'il y a donc 3 ans qui met au cœur la consommation responsable. Après, on peut entendre plein de choses par consommation responsable, mais c'est vrai que l'UFC est né dans les années 50 pour accompagner aussi l'émergence de la société de consommation et surtout proposer notamment des tests qui permettent de se repérer dans le foisonnement de produits qui émergeait, enfin, qui commençait à émerger à l'époque. Donc c'était vraiment cette démarche du rapport qualité-prix, vraiment de renseigner le consommateur, l'informer avant tout. Mais dans nos statuts, il y a également la question de la défense. Et on voit vraiment, je pense que ça a été évoqué, qu'on se trouve dans une saturation des marchés sur les biens d'équipement. Les chiffres de l'INSEE le montrent en matière d'équipement de télévision, d'ordinateur, dans une moindre mesure d'automobile. Et donc, ça a amené le système productif à se transformer et à développer des manières de pousser à la consommation particulière. Alors, avec le numérique, on voit les dark patterns qui ont été évoqués. Oui. On voit aussi l'utilisation des données personnelles par des sociétés tierces en fait, qui agrègent ces données et les vendent à des annonceurs pour cibler très très précisément les consommateurs et influencer leur comportement. Donc, pour le coup, vous êtes pleinement dans la défense du consommateur quand vous luttez contre ça, effectivement. Exactement. En fait, cette question de la surconsommation, nous, on l'aborde par 2 angles. Il y a cet angle quand même publicitaire, avec le développement des dark patterns, le développement de la publicité programmatique, donc avec des ciblages très programmatique. C'est des publicités qui sont vraiment extrêmement ciblées sur des consommateurs par rapport à des données soit de type personnel, donc profils sociaux, démographiques, etc. Mais aussi, c'est moins connu, nous on a essayé de le renseigner dans une étude l'année dernière, sur les données comportementales. Comment vous circulez sur le site, comment vous surfez, quelles sont vos réactions pour... donc c'est aussi un ciblage comportemental et pas uniquement socio-démographique comme on a tendance à le penser. Donc il y a cet aspect-là et l'aspect information du consommateur. Donc ça va revenir typiquement à l'indice de réparabilité, durabilité publique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est win-win, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'à la fois, quand on a un indice de réparabilité, le consommateur est mieux informé, il sait ce qu'il achète, quitte à vouloir acheter quelque chose qui n'est pas cher et pas terrible, mais au moins il est au courant. Et ça va dans le sens d'une lutte contre la junk, contre la camelote, quoi, en général. Donc donc c'est mieux pour la planète. C'est intéressant dans ces cas-là, parce que vous êtes sur les 2 tableaux. Oui, exactement. C'est vraiment l'information, donc avec du lobby dans le cadre de ces développements d'indices par les pouvoirs publics, parce qu'il faut avoir en tête aussi, et Adrien l'a dit, autour de la table, quand on définit l'indice de réparabilité, de durabilité ou le score environnemental textile, il y a beaucoup d'industriels et très peu de représentants de la société civile. Donc on a naturellement un travail à faire sur l'information à travers le développement de ces indices publics. Et en fait, c'est éminemment politique et il y a une gouvernance autour de cet indice qui n'est pas univoque. Ce n'est pas l'administration qui décide d'un indice et qui décide d'une méthodologie précise, mais c'est un consensus entre toutes les parties prenantes. Ouais. Et puis, sur le greenwashing pur et dur, là, on va plutôt avoir des actions contentieuses. On en a eu notamment il y a 2 ans contre les compagnies aériennes. Je reviendrai pas, mais bon, là, c'est qui vraiment... disaient qu'elles faisaient de l'air pur, que leurs avions produisent de l'air pur pratiquement. Oui. On voit très bien de quoi vous parlez. Oui. Ouais. Et puis donc, cette partie information, greenwashing et développement des indices officiels, disons. Et la partie publicité, régulation de la publicité, protection des données personnelles. On se souvient, il y a quelques années, puisque vous parlez de publicité, il y avait eu une polémique après des spots de publicité qui avaient été réalisés par l'ADEME, donc agence de l'État, où l'ADEME vantait clairement ce qu'ils avaient appelé les dévendeurs. Donc c'était des gens qu'on allait voir le magasin et j'aimerais bien, et en fait, le vendeur disait en fait l'idéal c'est que vous ne l'achetiez pas, n'achetez rien en fait, c'est mieux. Donc c'était sorti, ça avait fait une grosse polémique parce que c'était sorti au moment du Black Friday, ce moment d'orgie de consommation de fin d'année vanté par les sites. Et l'ADEME, agence d'État, finalement, se positionnait en faveur de la déconsommation. Bercy à l'époque avait vraiment hurlé au loup en disant c'est catastrophique, etc. Comment vous vous situez, vous, là, par exemple, l'UFC Que Choisir, sur cette question-là?
Est-ce que c'est avantageux qu'on dévende à des consommateurs ou pas? Comment vous arbitrez? Mm. Bah, c'est vrai que dans ce bisbis entre Béchu et Le Maire à l'époque, on avait défendu la campagne de l'ADEME sur les dévendeurs, qui mettait d'ailleurs aussi en avant la location plutôt que l'achat. Ça dépendait des spots qui avaient été réalisés. Donc là, pour le coup, on soutient. Alors c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas tout à fait, comment dire, dans notre identité appropriée, cette question de la sobriété. Mais ça fait son chemin. Typiquement, dans ce cas-là, on avait soutenu la campagne de l'ADEME. Après, je pense que ça revient à ce que disait Pierre. Il faut essayer pour nous aussi de réfléchir à comment, en tant qu'asso, que ce soit environnemental ou de consommateur, on se situe dans le débat public et comment les pouvoirs publics peuvent s'appuyer sur nous. Ils cherchent parfois à le faire, parfois pas à le faire. Ça dépend des contextes, mais comment on se situe dans cet échiquier-là pour être le plus efficace possible dans notre plaidoyer. Est-ce qu'on doit aller plus loin et faire passer d'autres positions comme plus rationnelles, plus équilibrées? Nous, typiquement, on va être une association qui va avoir une image plutôt équilibré. Responsable. Vous êtes voilà, plutôt dans les. Voilà. Vous n'êtes pas les Amish barbus. C'est l'image qu'on a. Hein, donc après, c'est intéressant parce que vous jouez le rôle du groupe COP là pour le coup. C'est ça. Donc on n'a pas le même positionnement que les ONG environnementales et elles n'ont d'ailleurs pas tout à fait toutes le même positionnement. Non, c'est vrai. Donc en effet, voilà, il y a une question de se positionner, d'avoir comme les lobbies industriels, l'intelligence. Et le rapport à de l'extrême faire droite, alors Pierre l'a évoqué rapidement tout à l'heure, il y a le RN qui a cette place très importante maintenant dans les débats publics et à l'Assemblée nationale notamment. Ils vous contactent, ils vous demandent des choses, comment vous faites, vous vous situez par rapport à eux? C'est compliqué sans doute. Alors nous, on a fait le choix de pas les contacter, les parlementaires RN, donc on ne travaille pas avec eux. Donc vous pouvez contacter les autres, mais pas les RN. C'est ça, c'est un choix qui a été fait par, disons, le CA, la présidence de l'association. Oui. Ensuite, on est parfois contacté par eux, et selon le contexte, par exemple, comme ils sont quand même, il y a énormément de députés RN, ils sont parfois désignés comme rapporteurs pour la rédaction de rapports d'information, etc. Et ça nous est arrivé au cas par cas de répondre à des auditions, notamment sur l'énergie, les énergies renouvelables, etc. Donc ça peut arriver, mais notre politique, c'est de ne pas être proactif, de ne pas les contacter, parce que de toute manière, ce sont pas la droite n'est pas un allié historique de l'UFC Que Choisir. C'est-à-dire que vous avez observé, de ce que vous disiez, c'est une association qui existe depuis très longtemps, vous avez observé que globalement, vous êtes plus écouté par les partis de gauche que par les partis de droite, quelle que soit la droite, c'est ça. Il y a un côté pro-business du côté de la droite qui n'est pas très compatible en général avec... Exactement, sauf au cas par cas. Et on voit un petit peu maintenant avec l'émergence des thématiques protectionnistes, souverainistes, qu'on peut avoir un écho côté républicain sur certaines mesures. Je pense notamment au malus au poids sur les voitures électriques et le fait que ce sont essentiellement des SUV non français. L'idée, c'est que ça va désavantager les grosses voitures lourdes électriques. A priori, on se dit, nous, écolos, on se dit, c'est formidable ça que la droite porte ça. Et en fait, il y a un arrière-plan, c'est pourquoi la droite le porte? C'est pour des raisons protectionnistes, disons, pour des raisons de favorisation de l'industrie française. Parce que les Français n'en fabriquent pas beaucoup. Exactement. Donc on peut avoir quand même à ces endroits des connivences, mais qui nous sont pas orchestrés par nous. C'est-à-dire que nous, on porte nos positions et selon l'écho que ça peut avoir, on fait des propositions aux députés ou aux sénateurs. Et est-ce que, c'est quelque chose dont on a parlé avec Pierre en préparant cette table ronde, est-ce que vous sentez que le climat, dont on voit bien qu'il ne va pas vers la gauche et l'extrême gauche en ce moment, pèse de plus en plus sur les associations comme la vôtre, où on sent qu'il y a une volonté aussi un peu de museler les choses? C'est une question que je vous poserai à tous par ailleurs. Vous, à l'UFC Que Choisir, vous sentez cette droitisation de l'air ambiant comme quelque chose qui fait que vous ne travaillez plus tout à fait de la même manière ou que ça devient plus difficile? Alors, c'est sûr que si on a une démarche de porter une proposition de loi avec une ou un député, d'avancer comme ça, on sait que les possibilités d'aboutir sont très limitées. Donc ça, c'est plutôt lié à
la répartition actuelle politique au niveau de l'Assemblée. Donc on a des difficultés à avancer. On a aussi des difficultés à avancer du fait de l'instabilité politique avec des changements successifs de gouvernement, c'est-à-dire pour nous de conseillers. Donc à chaque fois, on perd les éventuels contacts qu'on avait. Donc c'est vraiment pas propice à porter des messages au long cours et à faire progresser aussi nos idées, à sensibiliser les décideurs à nos idées. Donc, typiquement, Donc, pour vous, instabilité c'est plus est l'instabilité plus difficile. plus difficile. Pierre, justement, reprenez le micro et vous me disiez que là, on est en train de parler justement d'un lobbying d'intérêt général qui est en train de se mettre en place et qu'on applaudit, mais vous dites que l'air ambiant n'est pas tout à fait propice à ce genre de pratique que vous sentez, vous, aux Amis de la Terre, qu'il y a plutôt une volonté en face de vous museler. Oui, il y a deux choses. On a parlé du backlash écologique et du fait que c'est de plus en plus difficile de porter des mesures environnementales. C'est une chose, je pense que de plus en plus, dans le plaidoyer ou dans le lobby qu'on fait, on va être dans la défense plus que dans l'attaque. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la loi fast fashion, c'est une avancée, je pense, comme la loi PFAS. Pour le reste, on est beaucoup sur le fait d'empêcher des reculs environnementaux, je sais pas, détricoter le code de l'environnement, éviter un grand projet inutile et polluant, pour ne citer que la 69. Voilà, on va être beaucoup dans la protection pour éviter des reculs. Je pense très concrètement le devoir de vigilance, donc le devoir des entreprises, l'obligation des entreprises à être vigilantes aux impacts environnementaux et sociaux sur toute leur chaîne de production au niveau européen qui est en train d'être détricoté, ça c'est une chose. Mais en plus de se défendre contre les reculs environnementaux, en tant qu'association, en tout cas pour les Amis de la Terre, on doit se défendre pour notre survie, même si c'est un peu dramatique, mais de fait, chaque année, dans le projet de loi de finances, ce qui fixe le budget de l'année suivante, qui est hautement polémique, on le sait aujourd'hui, mais il y a un amendement du RN qui propose de supprimer la défiscalisation des dons aux associations. Et typiquement, pour nous, c'est énorme. Enfin, c'est à peu près 500 000 euros de dons, dont les gens, ils donnent un don et c'est défiscalisé à hauteur de 66%. Enfin, c'est assez commun. Et sur base de... Alors, ça dépend. Il y en a eu un contre L214 parce que ils font du mal à l'agriculture bretonne. Il faut bien voilà, dire. c'est ça. Mais aux abattoirs bretons. parce que voilà, ils entraient dans des abattoirs. Il y en a eu contre les Amis de la Terre spécifiquement parce qu'on avait une position antinucléaire ou parce qu'on a fait de la désobéissance civile. Et donc, là, on n'est pas dans le fait d'empêcher des reculs environnementaux. On est vraiment dans la défense de nos structures au niveau financier. Et cet amendement, il est vraiment déposé chaque année, presque copié-collé. Et pour le coup, les Amis de la Terre sont mentionnés dans la justification de l'amendement. Donc voilà, on est vraiment ciblé. Et chaque année, il y a de plus en plus de voix pour. Au départ, c'était que le RN et les RN qui votaient pour, mais maintenant, à droite, pas à l'extrême droite, ça commence à être voté. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a des attaques juridiques. Je pense qu'il y a eu la tentative de dissolution des soulèvements de la Terre, qui a échoué, mais la tentative d'essayer de nous dissoudre juridiquement, où ça va peut-être être un moment de rendre plus difficile les accès de plaidoyer, les accès aux décideurs et décideuses politiques, parce que nous, typiquement, on est accrédité dans certains espaces. Je pense au CESE, alors Conseil... économique, social et environnemental. Voilà, c'est ça. Et peut-être que notre place, il y a eu un débat pour que notre place saute, par exemple. Ouais. Récemment, on a entendu que peut-être notre place... Et on sent bien que ce n'est pas uniquement symbolique. Il y a vraiment l'idée qu'on ne veut plus vous voir, ne venez plus nous embêter, nous gens responsables. Adrien, vous voulez ajouter un mot? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Adrien? Valérie, vous voulez parler peut-être? Vous voulez dire un mot? Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette ère du temps et qui a l'air de contredire un peu ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire que c'est le moment de se relever les manches, quoi. Oui, comme je le disais au début, moi je pense qu'il y a vraiment une nécessité de politiser l'entreprise, de politiser la société en fait. Historiquement, l'entreprise était dans une neutralité, mais en fait, quand on a des attaques d'une telle virulence et tout l'axe progressiste qui est en recul,
il y a une nécessité pour qu'effectivement toute la société, alors à commencer par les financeurs, hein, on disait le lobbying c'est un jeu d'argent, donc il n'y a pas une ligne budgétaire au niveau européen, dans les institutions, sur effectivement la défense et la structuration de cette économie en devenir qui doit apporter des preuves, faire des expérimentations, donner constamment des preuves de sa création d'emplois, qui est effective, hein, mais on manque de moyens. Donc aujourd'hui, ne pas rester dans une neutralité qui dit « moi, la politique, je m'en occupe pas ». Il n'y a pas que la société civile, il n'y a pas que les associations qui doivent porter ça. Il y a tout le monde du financement, des banques qui sont mais des banques alternatives qui doivent effectivement financer le plaidoyer, et toute une génération d'entreprises, pas celles qui nous aujourd'hui qui sont rassemblées, mais les entreprises PME, ETI qui subissent la concurrence déloyale sociale et environnementale, vraiment de plein fouet. Et ça, le rendre visible, c'est extrêmement important pour qu'elles puissent se défendre et qu'on assume. Et on voit bien que c'est là qu'on arrive effectivement à quand même à rallier des décideurs politiques, même du centre. C'est quand on touche ou qu'on arrive à rassembler sur la fast fashion ou sur d'autres sujets. Surproduire, c'est quand même orthogonal au pouvoir d'achat. Donc, on arrive aussi avec des citoyens à montrer que tout ça est un piège, etc. Ouais. Donc, il y a vraiment parce qu'il y a cette nécessité... idée que dans la surproduction, les coûts vont baisser et que donc, du coup, ce sera moins cher. Alors qu'en fait, on peut aussi dire, plus il y a de surproduction, plus vous allez être incité à acheter des choses que vous n'auriez de toute façon pas achetées. Donc là, on ne peut pas faire mieux comme économie que de ne pas acheter. C'est un vaste mensonge en réalité. Hein. C'est destructeur pour le pouvoir d'achat, c'est destructeur de cette économie néolibérale. Donc c'est ça qu'il faut mettre en mouvement et se politiser. Alors on peut se politiser sans être de manière partisane. Et c'est ça que les entreprises dans leur majorité, même les citoyens, et toute la société dans son entièreté, le fait que des associations de consommateurs se mêlent de plaidoyer, voilà, si on ne se mêle pas de politique, c'est la politique qui se mêle de toi, et c'est ravageur et destructeur pour toute l'humanité. Donc il y a vraiment à considérer les choses, bien sûr se défendre, bien sûr révéler, mais remettre en mouvement Alors, les entreprises et toute une société qui se politise. Et je pense que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une espèce d'AFEV des entreprises progressistes. Est-ce qu'il faut... Parce que là, on est sur un constat qu'il est nécessaire de... Comment, concrètement? Enfin, je me dis que dans le public, la question va être posée. C'est pour ça que je me permets de la poser. Adrien, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Il est bientôt midi et demi. Qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'il faut, pour se questionner sur qu'est-ce qu'il faut faire, c'est intéressant de compléter ce qui vient d'être dit sur le constat actuel. Là, il y a quand même aussi un constat de fascisation grimpante qui, accessoirement, et je décrédibilise les corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'on ne prend plus en considération les corps intermédiaires. C'est des des gens qui vont manifester, des gens qui vont bloquer, c'est des gens qui vont contraindre l'économie, tout ça, machin. Et donc, la voix qui était habituellement plus ou moins entendue par les associations et tout, aujourd'hui, avec la fenêtre d'Overton qui est pas du bon côté dans les médias. La fenêtre d'Overton, il faut préciser, c'est cette permissibilité de dire certaines choses. Oui. Dans les conversations ordinaires, c'est-à-dire de dire, il y a quand même beaucoup de juifs dans les médias. Bon, oui. Il y a des époques où on ne peut pas le dire, des époques où on commence à pouvoir le dire. Et donc, en fait, dans les médias aujourd'hui, il y a, là, on va parler de Bolloré et de sa sphère médiatique, il y a énormément d'idées d'extrême droite qui perfusent. Et s'il y a autant de visibilité sur ces idées d'extrême droite dans les médias, ça va influencer la sphère politique qui va se sentir légitime de proposer des idées d'extrême droite. Et donc, Pierre évoquait le fait de supprimer l'avantage fiscal aux assos, mais il y a des trucs sur les projets de loi finances aussi, où on avait vu supprimer toutes les subventions à l'économie sociale et solidaire, comme ça va trier, voilà, puisqu'on ne rapporte rien. Ah oui, coûter de l'argent. Autant, donc voilà. Donc il y a vraiment cette idée de supprimer l'opposition progressiste, et historiquement, les entreprises privées, quand elles ont dû faire le choix entre, allez, parce que bon, on va dire à
avec quand le bloc central se portait bien, c'était le bon cheval, quoi. Macron, allons-y, Startup Nation. voilà, on va gagner, quoi, c'est bon. Et quand le bloc central se fragilise, s'il faut choisir entre des idées progressistes de gauche et l'extrême droite, il n'y a pas photo, on va plutôt aller du côté de l'extrême droite. Et donc, c'est là où il y a un danger en ce moment. Et donc, si on veut essayer de faire gagner des idées politiques progressistes qui vont dans le sens de l'intérêt général, eh bien, peut-être qu'il faudrait proposer une loi cadre d'encadrement des médias. Alors, celle-ci, pour qu'elle passe, ça risque d'être un sacré chantier. Mais, je sais pas moi, renationaliser ou détricoter l'Empire Bolloré, donner des vrais pouvoirs à l'Arcom pour qu'il puisse véritablement faire mal quand il y a des dérives de climato-scepticisme sur les chaînes de CNews & Co. Parce qu'aujourd'hui, c'est open bar. Donc, en fait, il faut, je pense, s'intéresser à la régulation des médias. Et pour arriver à faire ça, malheureusement, je ne sais pas si on va trouver beaucoup d'acteurs en dehors de Coop Média, Mediapart, Blast et d'autres pour incarner cette posture d'entrepreneur pour aller porter des mesures progressistes. Parce que dans la loi de la si il y a la fast fashion, elle a réussi à faire ce qu'elle a fait, c'est parce que il y avait, on va dire, des acteurs économiques qui historiquement pouvaient paraître du bloc central ou de la droite qui se sont mobilisés sur le sujet. Là, pour aller trouver des acteurs économiques dans les médias qui historiquement sont identifiés de droite pour aller porter des propositions de régulation des médias, je pense que ça va être compliqué. Il n'y en a plus beaucoup. Ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup à tous les quatre.